Jean Jouzel, la COP25 qui s'est tenue sous présidence chilienne du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid a été présentée par certains comme décevante, voire même comme un échec. Qu'en est-il vraiment? Bonjour à tous. Bonjour Philippe, bonjour Tati, bonjour. Et oui, je pense, il y a eu quelques avancées dans la COP25 qui s'est déroulée à Madrid. J'y ai participé la seconde semaine, je suis sûr que ici beaucoup de personnes étaient présentes. Donc du point de vue du climatologue, ce que nous attendions un peu à cette COP, c'est vraiment, je dirais, un point de départ de la préparation de la COP de Glasgow. C'était ça, à savoir comment peut-on remonter l'ambition de l'accord de Paris, des engagements. C'est ça qui va normalement se discuter à Glasgow, à la fin de l'année. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de dynamique à se mettre en place. Effectivement, il y a eu des pays qui se sont engagés, je crois qu'il y a à peu près 80 pays maintenant, qui se sont engagés dans une alliance pour augmenter leur engagement dans l'accord de Paris. Et ces pays ne représentent que l'ordre de 10% des émissions. On voit bien que ce n'est pas suffisant. Tous les grands pays sont absents de cette dynamique actuellement, bien sûr. Les États-Unis, le Brésil, des pays qui traînent des pieds, comme l'Australie ou la Russie. Donc c'est un peu cette déception-là, plutôt que les résultats eux-mêmes de la COP de Madrid, qui sont qui pour moi sont importants. Parce que je pense essentiel de rappeler quelques chiffres, Fatih Birol les aura aussi en tête. Que doit-on faire? Alors, on nous parle toujours des 10 prochaines années, de cette décennie 2020-2030. En fait, elle n'est pas extrêmement importante pour le climat. Disons, on va aller faire un réchauffement de l'ordre de 0,2 degré, avec probablement une perception de plus en plus claire de l'intensification de certains événements climatiques extrêmes. C'est cette trajectoire sur laquelle nous sommes et que nous avions envisagé déjà il y a 30 ans. Nous sommes sur le rythme de réchauffement envisagé dans le premier rapport du GIEC et aussi par rapport à la perception d'événements extrêmes de plus en plus intenses ou fréquents dans certaines régions tout au moins. Donc ça veut dire quand même qu'il faut prendre au sérieux les projections de mes collègues modélisateurs à horizon 2050 et au-delà. Donc cette décennie va surtout être importante et je pense que Fatih Birol vous me redirez, disons, pour notre système énergétique. Quand on regarde l'accord de Paris, actuellement, eh bien, c'est effectivement, si on se place sur une trajectoire d'1,5 degré, on a toutes les raisons du point de vue des climatologues aussi, de prendre des mesures pour que le réchauffement climatique n'excède pas 1,5 degré par rapport à aujourd'hui, bien sûr. Et on voit bien la difficulté, puisque la difficulté se traduit par quelques chiffres. Il faudrait diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030 à l'échelle planétaire, pour 1,5 degré. Même pour rester sur une trajectoire qui nous permette de maintenir ce cap de 2 degrés, qui est au cœur de l'accord de Paris, eh bien, ce serait pratiquement diminuer de 40% nos émissions. Nous sommes à 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2, il faudrait passer à 40 en 2030, et l'accord de Paris nous emmène plutôt vers 55 en 2030 et vers des réchauffements entre 3 et 4 degrés. Donc c'est bien ça le contexte, et je dirais, pour revenir à la question, Philippe, sur la COP, eh bien, finalement, de mon point de vue, c'est surtout cela qui a manqué, un vrai point de départ d'une dynamique, parce que la COP de Glasgow va être importante. C'est en 2020, à 5 ans après l'accord de Paris, qu'il est attendu que les pays fassent de nouvelles propositions d'engagement. On voit bien que ce n'est pas bien engagé, ce n'est pas non plus, c'est un peu chaotique aussi. On voit bien le départ de cette COP 26 à Glasgow démarre de façon un peu chaotique, dans ce sens que, tout simplement, eh bien, la personne qui était chargée, je crois, Mme Monel, a été limogée hier ou avant-hier. On voit bien que ça part quand même pas de façon extrêmement dynamique. Là aussi, c'est une déception. Voilà, donc, mais il faut, bien sûr, c'est extrêmement important, et je crois qu'il faut regarder devant nous et effectivement espérer que
bien, cet accord de Paris soit renforcé à partir de 2020. C'est un espoir. Je le redis à chaque fois, pour 2 degrés, il faudrait multiplier les engagements de l'accord de Paris par 3 et les multiplier par 5 pour 1,5 degré, 1,5 degré. Ce ne sont pas des... Augmenter l'ambition, il ne s'agit pas d'augmenter l'ambition à la marge, de façon très importante, si on veut avoir des chances de maintenir le réchauffement climatique, ne serait-ce qu'à 2 degrés. D'autres chiffres sont importants et bon, ce serait pour 1,5 degré diminuer chaque année à peu près entre 7 et 8% nos émissions de gaz à effet de serre chaque année entre 2020 et 2030. Et il y a aussi d'autres chiffres qui sont importants dans le contexte d'une réunion comme celle d'aujourd'hui, c'est que quand on regarde la production d'énergie, eh bien, si simplement les investissements qui ont été planifiés, toutes les infrastructures qui sont en route se mettaient en place, eh bien, nous aurions 50% d'énergie en trop, d'énergie carbonée en trop à horizon 2030 par rapport à 2 degrés et plus d'un facteur 2 par rapport à 1,5 degré. Donc on voit bien que si on veut réussir à rester en deçà de 2 degrés, 1,5 degré, il faut que certains de ces investissements, certaines de ces infrastructures ne soient pas utilisés, certains investissements gelés. C'est un message très clair, évidemment. Voilà où nous en sommes actuellement. Ça reste une situation pas trop optimiste, mais je ne souhaite pas être pessimiste quand même et regarder sur cette décennie qui va être extrêmement importante. Question que je poserai s'il vous plaît, merci. Question que je poserai tout à l'heure aux investisseurs. Jean Jouzel, après toutes ces COP qui sont de plus en plus médiatisées, comment réagit le grand public? Est-ce qu'il se lasse pas un petit peu? Est-ce qu'il s'intéresse toujours autant au climat qu'à l'instantanéité économique? Oui, alors je pense que le grand public s'intéresse au climat, peut-être, probablement pas à travers la COP, en tout cas pas à travers celle de cette année, qui a eu, je crois, très peu d'écho médiatique. L'intérêt par rapport au climat s'appuie, je crois, sur le travail de la communauté scientifique. 2018-2019, il y avait 3 rapports spéciaux du GIEC qui ont eu beaucoup d'écho, que j'ai déjà mentionné, disons, cette nécessité de maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré, un climat à 1,5 degré. Il y a eu en 2019 un rapport sur l'océan, la cryosphère, qui nous redit la fragilité de l'océan, les problèmes liés à l'élévation du niveau de la mer, les problèmes spécifiques aux régions montagneuses, par exemple, et puis un rapport sur l'utilisation des terres, une gestion durable des terres, disons au mois d'août dernier, nous dit quand même que cette compétition, on rentre là dans le domaine du renouvelable aussi, puisque nous porte notre attention sur, dans une planète où il y aura probablement 10 milliards d'habitants à nourrir à horizon 2050, et bien sur cette difficulté qu'il y aura à conduire, on a déjà parlé de surface actuellement, et bien cette compétition pour les surfaces disponibles entre, je dirais d'une façon simple, l'énergétique et l'alimentaire. Donc ça, la gestion durable des terres passe aussi par un regard sur cette disponibilité des surfaces. Et on voit bien la difficulté qui est devant nous, puisque dans les scénarios à 2 degrés ou 1,5 degré, il est souvent fait appel à des moyens d'extraire du gaz carbonique de l'atmosphère. Et ces moyens reposent tous sur l'utilisation de surface, soit pour la reforestation, une meilleure gestion des forêts. On peut aussi penser au stockage du carbone dans les sols, mais dans toutes ces méthodes, eh bien, il y a ce risque de compétition entre l'énergétique, je dirais en tout cas ce qui est utilisé pour pomper du CO2 de l'atmosphère, et puis, évidemment, dans le cas de l'utilisation de la biomasse, c'est un couplage ensuite avec le piégeage et le stockage du CO2. Pour le moment, ça tient plutôt du rêve que de la réalité, mais c'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, c'est le monde qu'on laisse aux jeunes d'aujourd'hui. Nous sommes, je crois, une génération extrêmement égoïste, puisque non seulement nous demandons aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter, il y en a beaucoup ici, à un réchauffement climatique, ce ne sera pas simple, à 3 degrés, ça serait extrêmement difficile, et nous leur demandons également de pomper de l'atmosphère une partie du CO2 que nous continuons à y mettre, je dirais presque sans compter, puisque les émissions à l'échelle planétaire, puisque les émissions continuent à augmenter. C'est ça le cadre actuel, et on voit bien la difficulté. Voilà, donc c'est un message, il faut vraiment que nous fassions tous attention, et je crois que notre génération, ma génération, doit prendre conscience
On peut revenir aux manifestations des jeunes qui ont été extrêmement utiles, je le redis, et cette mobilisation qui a permis, je crois, et ce ne sont pas les rapports du GIEC, enfin, je dirais que cette mobilisation qu'il y a eu, elle s'appuie sur les rapports du GIEC, pour terminer sur ce point. Elle s'est appuyée aussi sur toute une série d'événements extrêmes qui, finalement, donnent un message à chacun d'entre nous que les règlements climatiques, le réchauffement climatique est devenu une réalité, ce que nous envisageons il y a 30 ans. Voilà, donc, mais la prise de conscience, une meilleure prise de conscience n'est malheureusement pas venue, en tout cas cette année, de la conférence climat de Madrid. J'espère que celle de Glasgow aura beaucoup plus un caractère positif, un réel point de départ pour cette décennie 2020-2030 et qu'elle sera plus positive, mais ça peut être un peu plus dans le contexte actuel. Ces événements climatiques extrêmes, est-ce qu'ils ne nous poussent pas à sans arrêt confondre climat et météo? Oui, bien sûr. Nous sommes des événements climatiques extrêmes. Alors, on peut parler des feux de l'Australie, je vais en prendre un, et en tant que dans la communauté, nous sommes extrêmement... Alors, je dirais de façon simple, bien sûr, le climat, disons la météo, c'est une prévisibilité à 10 jours et au maximum, enfin une dizaine de jours. Ça dépend des contextes, quelquefois un peu plus, mais disons on passe à la notion de climat quand on passe à l'échelle mensuelle, saisonnière, annuelle et même plus longue. Et disons le meilleur exemple, je pense, le meilleur témoignage justement de cette réalité climatique, moi je la mets toujours dans l'élévation du niveau de la mer. Disons que l'augmentation de l'effet de serre se traduit par une augmentation du chauffage. On a augmenté le chauffage à peu près la quantité d'énergie disponible de 1%. 93% de cette chaleur supplémentaire vont dans l'océan. Et donc effectivement, ça se traduit par une élévation du niveau de la mer. Ça c'est vraiment climatique, hein, disons sur le très long terme. 1 mm lié à la dilatation de l'océan et 2 mm liés à la fonte des glaces. Donc on a vraiment ce témoignage d'un changement du climat à travers l'élévation du niveau de la mer. Voilà à cette échelle de temps sur lequel on peut placer vraiment, disons, le climat. Mais les échelles intermédiaires, prenons le cas de l'Australie, nous restons extrêmement prudents. Donc ces feux en Australie, il y a 3 qui sont vraiment un événement extrême que l'on vit. Il y a effectivement 3 paramètres qui peuvent jouer sur les feux, la sécheresse, les vents et puis la température. Et dans le cas de l'Australie, eh bien, il semble effectivement que les températures extrêmes, les températures ont été... Disons, quand on regarde les tendances sur les vents, il n'y a pas tellement de tendances. Sur la sécheresse, pas non plus extraordinairement sur les dernières années, mais vraiment, il y a des records de température qui ont conduit, effectivement, qui ont été... en tout cas, qui ont conduit à l'extension de ces feux, en particulier, ça c'est un phénomène assez pas nouveau, mais enfin disons qui a bien été mis en évidence avec ces nuages qu'on appelle pyrocumulonimbus. En gros, il y a des éclairs, disons, pratiquement sans beaucoup de précipitations, et on comprend bien qu'avec beaucoup d'éclairs sans beaucoup de précipitations, eh bien, ces pyrocumulonimbus ont accéléré, disons, à chaque fois les feux repartent. Donc ça a accéléré l'extension, en tout cas ça favorise l'extension de ces feux. Donc on voit bien les mécanismes derrière, et là on voit très probablement l'attribution n'est pas encore officiellement faite, il n'y a pas d'article encore, mais on voit bien que ce problème de température a été pour jouer un rôle, disons, pour le moment c'est pas établi scientifiquement, mais a joué un rôle dans ces feux. Donc on voit bien les événements extrêmes ont une influence énorme. On a vu dans un pays comme le nôtre, des précipitations toujours disons, plus intenses, c'est vraiment ce qui est prévu, des sécheresses plus longues. On a oublié l'été dernier dans beaucoup d'endroits, mais il y a eu des sécheresses dans beaucoup de régions de la France qui ont des conséquences importantes. Voilà, des records de chaleur. C'est la première fois qu'en France, disons, on est à 46 degrés, record de chaleur battu l'an dernier. Donc effectivement, cette perception, on va au-delà de la perception, c'est une réalité d'événements extrêmes qui deviennent plus forts, plus intenses. Je crois qu'une des caractéristiques d'un climat qui se réchauffe, eh bien, c'est que ces événements extrêmes, ça va se poursuivre. Un des messages, une des conclusions du dernier rapport du GIEC 1.5, c'est que les pics de chaleur, le record de chaleur augmente 2 fois plus rapidement que la température moyenne l'été, 2 fois plus rapidement le jour, 3 fois plus rapidement la nuit. Donc on est, je dirais, appelé d'une certaine façon, on est face à
très probablement de nouveaux records de température dans cette décennie 2020-2030 et avec des conséquences également sur, c'est très important, même si le climat ne se réchauffe pas que de 2-3 dixièmes de degrés au cours des 10 prochaines années, il faut penser de façon très claire à l'adaptation au réchauffement climatique. C'est indispensable. Et voilà, et donc c'est là aussi, il faut je crois que là, dans le thème, disons, cette adaptation se passe dans les territoires, hein, c'est aussi largement le cas des énergies renouvelables, et bien sûr, disons, en termes de projet, Madame la Ministre a parlé de la Convention citoyenne, je suis moi-même impliqué, je suis membre du comité de gouvernance, c'est, disons, extrêmement intéressant, mais j'espère aussi que les propositions qui seront faites par les 150 citoyens, effectivement, pour ce qui concerne la France, nous permettront de tenir les engagements de moins 40% au moins à l'horizon 2030. Et ces engagements devraient normalement être revus à la hausse si l'Europe affiche effectivement moins 50% ou moins 55% à l'horizon 2030. On voit bien que cette décennie va être extrêmement importante pour notre système climatique, et aussi pour ces petits bérols que les verra pour notre système énergétique et bien sûr, je l'espère, pour le développement des énergies renouvelables.